Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé. Nous avons tous une bande originale personnelle. Le morceau à écouter quand on est triste, la chanson à mettre à fond en faisant du yaourt avec les paroles, l'album qui rappelle les voyages en famille, ou encore cette musique de film qui peut rendre épique le simple fait d'aller faire les courses. La musique peut nous réconforter, nous emporter, nous défouler et, pourquoi pas, nous soigner. Bonjour et bienvenue dans Demain la santé, consacré pour la fête de la musique à la musicothérapie. Et pour cela, je suis accompagnée par Mathieu Delval. Mathieu Delval, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien et musicothérapeute à Lyon. Et pour commencer, pourriez-vous en quelques mots nous expliquer ce qu'est la musicothérapie et d'où est-ce que cela vient ? Donc, alors la musicothérapie, elle est apparue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on la doit à un ingénieur du son qui s'appelle Jacques Jost, qui en 1954, après la Seconde Guerre mondiale, s'est penché sur les effets de la musique et de la santé. Du coup, il a fait des études pendant à peu près 18 ans donc sur la question de la musique et puis des malades psychiatriques. Et donc, suite à ces recherches, du coup, 2 ans plus tard, il y a eu le premier congrès international de musicothérapie, donc en 1974. Donc, c'est une discipline très, très récente, donc avec Jacques Jost et puis un docteur argentin qui s'appelle Rolando Benenson. D'accord. Et avec la musicothérapie, qu'est-ce que l'on va chercher à soigner ? Alors, la musicothérapie, c'est quelque chose de très très vaste. La musicothérapie, si on devait la définir, on pourrait dire qu'alors à la fois il y a l'utilisation de la musique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a aussi l'utilisation du sonore. Et donc du coup, en fait, on pourrait la résumer en disant que c'est l'utilisation de techniques psychomusicales qui vont permettre d'aller vers un mieux-être. Donc la musicothérapie, finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait chacun a un rapport particulier au monde de la musique et finalement chacun a déjà un petit peu sa façon d'être dans la musique. Il y a des gens qui ont besoin d'aller explorer des choses en dansant, en cherchant des musiques stimulantes, puis il y a des gens qui au contraire vont chercher plutôt à se calmer et déjà finalement on a une forme de façon d'agir sur nos émotions qui est propre à chacun. Donc on peut dire que déjà c'est quelque chose qui est très, très ancré chez l'être humain. Et donc, toutes ces techniques psychomusicales, vous avez parlé de la danse, j'imagine qu'il y a également le chant ou la pratique d'un instrument. On va être sur le travail de quelque chose d'essentiellement psychique, émotionnel ? Ou ça va être un peu plus large ? Alors, ça peut rejoindre en tout cas tout un tas d'applications. Dans les grands principes de musicothérapie, on va retrouver donc ce qu'on appelle la musicothérapie réceptive. Donc effectivement, dans ce cas-là, on va passer par l'utilisation d'une technique. Donc on va utiliser soit la voix, soit on va utiliser les instruments de musique. Donc ça peut être en individuel ou en groupal. Et ce qui s'appelle la musicothérapie réceptive. Où donc dans ce cas-là, on va s'intéresser au monde sonore du patient. Et puis on va s'intéresser à comment utiliser les sons. Par exemple, la relaxation. Voilà, c'est c'est quelque chose qui est vraiment propre à chaque personne. Et donc en fonction de ces modes sonores, votre approche va être différente ? Tout à fait. Tout à fait. Et dans ce contexte de musicothérapie, qui est le musicien finalement dans la relation ? Alors c'est une très bonne question. Je crois que la musique, c'est quelqu'un qui vient s'inviter dans la thérapie. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de la rencontre, moi, de mon identité de psychologue clinicien et de musicothérapeute. Et cette question de la médiation, c'est vraiment un objet vivant qui va permettre une rencontre avec le patient. Donc moi je participe quand on fait de la musicothérapie active, j'accompagne le patient. Alors il y a le fait de lui transmettre des techniques. Moi j'utilise beaucoup la voix, donc des bases de respiration, voilà, des choses très basiques mais vraiment très intuitives. Et puis il y a le fait aussi qu'on va faire ensemble. Et ça je pense que c'est un grand soutien pour le patient aussi, dans le fait de venir le soutenir, de venir l'accompagner dans sa créativité. Et donc du coup cette musique elle est découverte et elle est improvisée par nous. Donc nous on a un cadre de travail, mais finalement ce qui se joue en termes de contenu, voilà, c'est quelque chose qui est toujours très mystérieux. Et c'est vrai que même en fonction des contenus de séance, on pourrait dire que même mes instruments de musique sont aussi un peu des personnages vivants, où en fonction des rencontres et du travail et de ce que va me dire le patient dans le début de la séance, il peut m'arriver de changer d'instrument de musique, je peux changer d'accordage. Donc
Voilà. Et ben justement, en parlant d'instruments, vous n'êtes pas venu les mains vides. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'instrument que vous avez amené avant de, s'il vous plaît, nous en jouer un petit peu? Alors donc c'est un instrument de musique qui s'appelle un tank drum. Donc c'est une petite boule de métal. C'est un cousin du hang drum, qui est un instrument suisse, qui est très gros et qui est très rare. Et donc des musiciens, des créateurs ont trouvé le moyen du coup de recréer un instrument de musique beaucoup plus accessible avec un but à gaz découpé et accordé. Et donc voilà, moi je le trouve très intéressant parce que c'est petit, c'est mignon, c'est bricolé et c'est un son très riche. Ben, je vous laisse nous en jouer un peu. En attendant que vous vous installiez, je vais essayer de décrire ce dont il s'agit. Donc on est un peu sur un instrument circulaire en métal de couleur bronze, avec sur le haut des découpes en forme de doigts, je dirais, qui, j'imagine, vont être le support des percussions. En français, on peut l'appeler aussi le tambour à langue. Donc en forme de langue qui vont servir à percussion. Je vous écoute. C'était donc Mathieu Delval au tambour à langue dans Demain la santé. Et du coup, qu'est-ce que l'utilisation de ce type d'instrument et de ce type de sonorité, on va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher à faire avec ce type de son ou d'instrument? Alors, je trouve que c'est un instrument de musique qui est très, très riche. Alors, il a un timbre très particulier avec beaucoup d'harmoniques. Et ce qu'il a de particulier, du coup, c'est qu'il est accordé selon une gamme. Donc, en fait, il n'y a pas de fausse note possible. Donc, c'est un instrument de musique qui est très simple et très accessible. Et ce qui est intéressant, c'est du coup qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par la musique, mais qui sont un peu terrorisés par ce monstre terrible qu'est la musique, avec l'apprentissage d'une musique très, très savante. Et donc, du coup, moi, dans l'accompagnement que je fais avec eux, c'est vraiment l'idée d'aller rencontrer le son dans sa qualité de matière sensible. Et donc, du coup, très rapidement, on peut faire de la musique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vraiment, ça va ouvrir, ça va désinhiber, ça va donner confiance. Et puis, les gens sont déjà, dès le premier coup de baguette, sont très étonnés de voir ce que ça peut produire. Donc, vous travaillez avec les instruments. Vous l'avez mentionné, vous travaillez également avec la voix. Et comme nos auditeurs le savent, nos émissions sont disponibles à la réécoute et ça peut être très perturbant de se réentendre. Comment est-ce que vous travaillez cela? Qu'est-ce que ça peut amener dans une démarche de soin de travailler sur la voix? Alors, je crois que la question du cadre, elle est essentielle. Je crois que là, il y a vraiment quelque chose aussi de pouvoir permettre aux patients. Il y a des patients qui n'ont pas du tout envie de se réécouter et c'est tout à fait possible. Par contre, il y a des gens pour qui ça peut être un travail très, très pertinent. Moi, je sais que j'ai des gens qui viennent des fois avec des formations musicales qui sont même professionnelles et qui ont beaucoup de difficultés à se réécouter. Et en fait, des fois, on va trouver une petite blessure au niveau de la voix. Et c'est vrai que tout le travail, des fois, c'est d'aller permettre à un moment cette réécoute et puis de voir aussi, je crois que c'est là où, en tant que psychologue, on va rejoindre la question de l'estime de soi du patient. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui font des choses vraiment magnifiques et qui ont des techniques vocales qui sont assez incroyables, mais qui sont sans cesse en train de dévaloriser leur production. Et du coup, par la bienveillance, par l'écoute, et c'est là aussi où je trouve que le fait d'accompagner le patient à chanter avec lui, ça permet de renforcer la voix. J'utilise beaucoup le travail des polyphonies dans les groupes.
Et du coup, ça permet de rajouter de la puissance, des harmoniques, ou au contraire d'autoriser la fragilité. Mais c'est vrai que le patient ne se sent pas seul avec l'objet de la voix. Et donc petit à petit, par cette réécoute, il y a des patients qui se mettent à trouver leur voix jolie. Il y a des gens qui sont devenus finalement, qui ont pris une habitude du chant grâce à ça. Et c'est vrai que c'est très intéressant, parce que ça vient aussi libérer une mémoire du corps. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'après, dans la douleur, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent consulter, qui ont fait des thérapies voilà, très, très intellectuelles. Et je travaille aussi avec cet outil qui est l'outil de la parole, qui ont beaucoup travaillé les contenus, on va le dire comme ça, mais qui gardent beaucoup d'angoisse. Et c'est vrai que ce qu'il y a de particulier, c'est que l'angoisse, c'est aussi quelque chose qui vient se loger dans le corps. Et c'est vrai que moi, cette approche, pour moi, elle est tout à fait pertinente, parce que, en tout cas, déjà, je crois que c'est ma sensibilité de thérapeute, mais aussi parce que du coup, les patients, ça leur permet de découvrir quelque chose. Quand on va travailler à chanter ensemble, après, c'est des choses qu'ils peuvent refaire chez eux. Quand on a des personnes qui font des crises d'angoisse ou qui sont très, très tendues, finalement, quand on parlait de la personne qui s'invite en thérapie, c'est aussi quelqu'un qui peut les accompagner après dans leur vie. Comme les instruments de musique, des fois, voilà, ils ont envie d'explorer, ils achètent des petites choses, ils ressortent une guitare poussiéreuse. Et cette mémoire du corps, je crois qu'elle est là aussi, c'est-à-dire que ça permet aussi de peut-être débloquer quelque chose de la créativité du patient. Et moi, je suis très sensible à ça, c'est-à-dire qu'après le patient, l'idée c'est de le rendre autonome avec son outil et puis après qu'il puisse faire son chemin. Et donc vous avez beaucoup parlé de créativité, donc il y a quand même un focus, faute de trouver un mot plus adapté, sur cette question de la création dans votre travail. Cette création, elle est musicale par l'instrument, elle est vocale, est-ce qu'elle peut prendre d'autres formes ? Alors, moi, je suis aussi sensible donc, à l'utilisation d'une autre médiation qui est l'écriture, avec l'écriture poétique. Alors, aussi parce que j'y retrouve à la fois l'intérêt pour la parole et le langage, les mots, on va dire, mais du coup, c'est des mots qui sont prononcés, c'est des mots qui vibrent dans le corps, et donc c'est une autre expression artistique. Et c'est vrai que je trouve que c'est aussi des choses qui sont très pertinentes. Après, pour moi, la question de la créativité, c'est aussi la force de vie du patient. Et un patient qui vient consulter, du coup, c'est un moment qu'il y a quelque chose qui est empêché, et mon travail, c'est d'essayer de voir avec lui comment est-ce qu'on peut le remettre en position justement de sujet libre et créateur. Donc cette question de médiation, c'est aussi avoir besoin d'un outil supplémentaire à la simple, entre guillemets, parole de la thérapie. Il y a peut-être besoin de débloquer quelque chose dans ces démarches-là. Est-ce que c'est quelque chose dont vous sentez qu'il y a une demande d'aide de s'ouvrir par ce biais-là chez vos patients ou les personnes que vous rencontrez ? Oui, je pense que les patients sont très sensibles à la question qu'on soit à côté et qu'on fasse ensemble. Moi, l'image qui me vient, c'est un peu comme les personnes qui vont apprendre les métiers d'artisanat, qui vont faire les compagnons. Et donc, du coup, il y a vraiment cette question, à un moment, d'aller dans une co-création. C'est ce qu'on fait aussi quand on est psychologue, c'est que chaque cadre, ça se construit aussi avec le patient. Mais là, du coup, il y a vraiment quelque chose du sensible qui vient se partager avec le patient. Donc, c'est très spécifique aux patients, et j'imagine que ça doit être aussi très spécifique aux praticiens. Est-ce qu'il y a des questions d'échange ou un cadre normatif, entre guillemets, de la pratique de la musicothérapie ? Alors oui. Alors c'est vrai que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la musicothérapie, c'est une discipline qui est une discipline très récente. Donc du coup, le premier congrès, on disait tout à l'heure 1974. Et donc aujourd'hui, il existe une fédération française de la musicothérapie qui va réglementer. Donc il y a un annuaire avec les professionnels de la musicothérapie. Après, le statut n'est pas protégé comme l'est le statut de psychothérapeute, par exemple aujourd'hui. Et donc du coup, c'est à la fois la grande force de la profession, c'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui viennent du métier du spectacle, il y a des gens qui viennent des métiers du soin, et donc c'est quelque chose de très ouvert. Et donc du coup c'est très très riche et c'est très intéressant que ce soit comme ça. Par contre, du coup c'est vrai que c'est important d'avoir un cadre aussi pour pouvoir échanger, et puis voilà, pour pouvoir coordonner nos pratiques. Pour revenir un peu sur ce que vous disiez plus tôt, vous avez mentionné des pratiques de groupe, donc j'en déduis que votre travail se fait en face à face, mais aussi dans d'autres contextes qui ne sont pas nécessairement celui du cabinet ? Tout à fait. Donc moi, je partage mon temps entre un travail de consultation en libéral avec la psychothérapie à médiation, donc musique ou écriture, et puis donc du coup des projets institutionnels, autant avec donc des maisons de retraite. J'ai travaillé dans le milieu scolaire aussi avec des enfants, et c'est vrai que pour moi, je pense que c'est aussi des choses qui rejoignent mon histoire personnelle, mais il y a aussi cette question d'une sensibilisation au monde de la musique et au monde des sons,
improvisation. Et donc, du coup, il y a vraiment cette idée, Benenson, il parlait de la part oubliée de la personnalité. Et donc du coup, c'est vrai qu'en fonction des projets, on peut construire tout un tas de choses. Donc j'ai des projets très différents. J'ai animé des ateliers rap à l'hôpital psychiatrique. Voilà, j'ai animé des ateliers où vraiment on travaillait sur la polyphonie et le chant. Et c'est des projets qui sont sans cesse en train de se transformer. Est-ce que vous notez des différences entre ces différents publics ? Une approche du son, de la voix ou de la musique qui ne serait pas la même entre un public, disons, école et un public de personnes âgées ? Je crois que c'est là où finalement, peut-être mon autre outil, qui est le groupe, du coup, va prendre tout son sens. C'est-à-dire qu'après, je crois que je travaille vraiment, quand je travaille dans un contexte groupal, avec la musique des groupes. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé cette question-là, qui s'appelle Edith Lecourt, qui est aussi musicothérapeute et qui est psychologue et psychanalyste, qui a écrit beaucoup d'ouvrages à ce sujet-là, et qui travaille sur l'identité sonore des groupes à partir de la musique qu'ils font. Et je crois que moi c'est pareil, c'est qu'en fonction des rencontres que je fais avec les publics, je me souviens avoir fait des ateliers de jazz avec du scat, avec des mamies en maison de retraite, où elles avaient une créativité incroyable, mais parce qu'elles se connaissaient bien, parce qu'elles étaient en confiance, et du coup c'était un groupe qui était un groupe très vivant, où je sentais que c'était vraiment possible d'y aller. À l'inverse, il y a des fois des groupes où les gens connaissent très très bien la musique, mais qui sont des groupes très souffrants, très malades, et où du coup le fait d'aller dans de la musique, une musique un peu du côté de l'improvisation, ça peut être un peu compliqué. Et c'est là où du coup ma capacité à cadrer le groupe et à avoir des propositions adaptées est vraiment importante. Donc vous l'avez mentionné, il n'y a pas besoin d'être musicien ou d'avoir une connaissance de la musique pour s'engager dans ce type de démarche. Est-ce que du coup le rapport à l'instrument par exemple va être différent ? Alors oui, tout à fait. Alors moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une pratique musicale professionnelle, mais par contre ce qui va être vraiment important, c'est d'avoir une relation intime, une relation intime et vivante à la question de la musique, parce que les patients viennent beaucoup se nourrir de ça, et puis il y a des patients qui sont aussi très très surprenants et qui viennent aussi des fois nous étonner et puis nous mettre au travail aussi et nous révéler des choses assez impressionnantes. Donc effectivement, le rapport à la musique, moi je trouve que des fois, des personnes qui n'ont pas la connaissance de la musique, ça va être plus intéressant de travailler avec eux, parce qu'ils vont vraiment pouvoir aller dans le sensible. Travailler avec un musicien, des fois c'est très intellectualisé, c'est beaucoup moins spontané, donc c'est plus difficile. Donc dernière question, vous avez parlé au tout début de mondes sonores différents, de mondes musicaux différents suivant les personnes. Comment est-ce que vous explorez cela ? Ça va être un récit des goûts musicaux, c'est... En partie, j'entendais tout à l'heure la personne avant moi qui parlait du test de Rorschach pour les structures de personnalité. Donc Rorschach s'intéressait à l'imagination. En tant que musicothérapeute, il y a un outil qui s'appelle le bilan psychomusical, qui a été créé par le docteur Jacqueline Verdeau-Payès, et qui est une exploration du monde des sons. Donc ça se cote en fait. Il y a, je crois, un peu plus d'une dizaine d'extraits musicaux à écouter. Et donc du coup, ça permet de voir ce à quoi le patient est sensible. Et c'est vrai que moi j'ai des patients qui, pour se relaxer, vont écouter du hardcore, de la techno, des choses comme ça, et donc ils sont très loin de la musique de relaxation zen. Et la relaxation, c'est vraiment tout un art, et il y a vraiment des programmes qui sont construits pour les personnes, et puis au contraire il y a des personnes qui vont vraiment avoir besoin d'être calmées, d'aller dans la tranquillité, d'aller dans la douceur. Merci beaucoup pour cet entretien, pour cette découverte de la musicothérapie. J'invite nos auditeurs à aller explorer leurs goûts musicaux ce soir dans la rue avec tout le panel qui va nous être offert. Tout à fait. Donc, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien et musicothérapeute à Lyon et qu'on peut également vous retrouver sur votre site internet. C'est donc, corrigez-moi si je me trompe, www.musicotherapie.fr. Tout à fait. Super. Bonne journée et encore merci. Quant à moi, je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de Radio Anthropocène et à bientôt. Bonne journée, merci. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé.